Bonjour à tous, bienvenue sur Only a Giant Podcast numéro 131. Moi, c'est Plax et je suis avec Thiergo qui vient de se réveiller. Thiergo, as-tu les yeux en face des trous ce soir? Non, j'ai pas l'impression de les avoir en face des trous ce matin, pour moi en tout cas, Oui, parce pardon. que j'ai une semaine en plus de boulot qui est bien intense, qui fait qu'on a un podcast qui est enregistré un peu plus tard que d'habitude. C'est pas qu'on n'avait pas envie de parler de cette honteuse défaite 30-7 contre les Buccaneers, mais voilà, nous y sommes et c'est la fin de l'ère Daniel Jones, le début de l'ère Tommy DeVito. Et puis peut-être la fin de l'ère d'autres personnes, y compris Brian Daboll. Plein de choses à discuter. Ouais, alors le début de l'ère Tommy DeVito, je crois que tu es un peu optimiste en disant ça. À mon avis, c'est juste comment clôturer la saison avec les quarterbacks qu'on a sous le coude. Ça va durer 3 matchs. Ouais. Bah, en plus, d'ailleurs, au moment où on parle, ils anticipent que potentiellement il est blessé pour le match de jeudi. On enregistre ce podcast on est mardi soir. Moi aussi, j'ai eu une semaine un peu compliquée jusque-là, les 2 premiers jours. On est mardi soir et le match a lieu jeudi soir, dans la nuit de jeudi à vendredi. Et ils anticipent que potentiellement il est blessé, donc ce serait peut-être Drew Lock le QB. Bref, on va reprendre les choses dans l'ordre puisque, tu l'as dit, il y a eu cette défaite 30-7, mais en fait, ça commence un peu avant ça, puisque le dernier podcast qu'on a enregistré, avec Bertie, avec Nitti, on pensait effectivement qu'il allait se passer quelque chose avec Daniel Jones, et peu de temps après, donc ils ont annoncé plusieurs choses et il y a eu un enchaînement et on va reprendre ce qu'on évoquait hors antenne, tous ces enchaînements de choses. Donc il y a eu cette annonce officielle en disant bah voilà, Daniel Jones ne sera pas quarterback titulaire, et ce qui est assez spécifique, c'est qu'il est passé en fait de QB1 à QB3 voire QB4. Donc en fait, il y a eu clairement une décision qui a été prise. C'est pas seulement Daniel Jones n'est pas QB titulaire, c'est Daniel Jones n'est plus dans les plans du tout et on s'en débarrasse pour principalement des raisons effectivement pas de terrain, puisque ça reste le quarterback qui nous donnait les meilleures chances de gagner, même si depuis le début de la saison son bilan était catastrophique et ses stats étaient catastrophiques et son jeu était catastrophique, mais plus pour des raisons financières. Comment tu te sentais toi à ce moment-là, Thiergo? Est-ce que tu t'es dit bon, effectivement, pourquoi pas? Ils annoncent Tommy DeVito QB1. Est-ce que tu as trouvé ça bizarre que le QB2 ne bouge pas, mais le QB1 passe QB4 et le QB3 passe QB1? Comment tu as senti à ce moment-là ce move et ces annonces? La décision de bencher Daniel Jones, elle est logique et tout le monde s'y attendait. Et on l'a tous dit, il est temps que ça change. Ça aurait même peut-être dû changer avant. Il fallait aussi protéger l'équipe parce que clairement, on ne va pas garder Daniel Jones au-delà de cette saison, et il fallait éviter qu'on se retape cette garantie de 23 millions de dollars à payer. Donc pour toutes ces raisons, et même si Brian Daboll a dit que le choix des joueurs se ferait que sur la base de décisions sportives, pour toutes ces raisons, c'était logique de bencher Daniel Jones. Par contre, ce qui m'a beaucoup plus surpris, c'est ce qui s'est déroulé ensuite. Parce que, est-ce qu'il était nécessaire de le mettre QB3 ? Je ne suis pas convaincu. Peut-être qu'ils se sont dit, de toute façon, vu qu'on ne veut pas qu'il joue, on ne veut pas non plus qu'il revienne sur le terrain si le QB1 se blesse, donc on le met QB3. La décision de mettre Tommy DeVito plutôt que Drew Lock, non, ça ne me choque pas parce que Drew Lock n'a absolument pas convaincu pendant le training camp, pendant la pré-saison. Tommy DeVito a été clairement au-dessus de Drew Lock, donc oui, c'est bizarre qu'il se fasse avoir comme ça, mais ça aussi, je trouve ça logique. Et puis après, on a eu une série d'événements où en fait, c'est toujours pas très clair parce que, en effet, à l'entraînement, avant l'entraînement, ils ont signé un autre QB, le team Milro. Non, bref, je sais plus. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que tout à coup, Daniel Jones n'était plus QB3, il était QB4. Et pire encore, Daniel Jones jouait safety dans la squad team. Alors la squad team, pour ceux qui ne savent pas, la scout team, pardon. La scout team, c'est en fait une fausse équipe. C'est pas une équipe qui est là pour s'entraîner sur le terrain, c'est juste une équipe qui est là pour se mettre en position pour que les squads d'en face, donc si tu as une squad team défensive, ça veut dire que c'est pour que les squads offensives puissent s'entraîner face à certaines formations. Et en fait, on a vu Daniel Jones sur le terrain avec son maillot rouge jouer au poste de safety.
Et là, on ne sait pas ce qui se passe. Certains disent que Daniel Jones volontairement a dit non, mais moi je veux participer à l'entraînement, donc faites-moi faire n'importe quoi. Donc il y en a qui disent moi quand j'étais QB4, je jouais aussi à des postes comme ça à l'entraînement, c'est tout à fait normal. Et puis d'autres disent que c'était une humiliation volontaire de Daniel Jones de la part de l'équipe. Je ne pense pas que l'équipe a voulu l'humilier, mais par contre je pense que l'équipe a en effet été très très maladroite de le mettre dans cette situation-là. Et ça s'est terminé par une situation un peu encore plus bizarre où en fait Daniel Jones fait une conférence de presse. En 15 ans, je ne pense pas avoir vu beaucoup de QB qui font une conférence de presse une fois qu'ils sont benchés. En fait, Daniel Jones fait une conférence de presse pour dire qu'il comprend la décision, qu'il est déçu lui aussi et qu'il espère, qu'il pense que du bien des Giants et qu'il s'attend à ce qu'il y ait de bonnes choses qui se passent pour la suite. Et après, on apprend que par un communiqué de presse de la part de John Mara, que Daniel Jones a demandé à être libéré et l'équipe a accédé à sa demande en le libérant ce week-end. Donc là, maintenant, il est officiellement free agent et n'importe quelle équipe peut le signer. Oui. Alors, juste une toute petite chose, parce que sur cette histoire, donc effectivement, les raisons financières sont une des principales raisons. La saison est terminée, on sait que Daniel Jones ne sera pas le QB du futur. La seule raison de le faire jouer, ce serait pour gagner des matchs potentiellement. Donc, quel intérêt en fait d'aller gagner des matchs comme ça maintenant avec un quarterback, on sait qu'il ne restera pas. Et la logique de le bencher, c'est aussi financier pour économiser à peu près une vingtaine de millions de dollars pour l'année prochaine. Il y a des gens qui disent, ils le font jouer safety, mais il va se blesser, machin. Alors, comme tu l'as dit, le but de cette équipe-là dans laquelle il a joué, c'est faire des plots. À aucun moment, on lui a demandé, tu joues safety, tu fais des plaquages, machin. Peu importe qu'il ait joué safety, il pourrait pu être nose tackle, on s'en fout. Le but du mec, c'est juste d'être là pour que l'équipe en face arrive à se mettre en situation et visualiser les joueurs qui vont jouer en face. C'est uniquement ça le but. Donc, cette histoire de safety, effectivement, c'est juste je pense, une maladresse et qu'ils n'auraient pas dû faire ça et ça a été mal géré. Globalement, quand même, il y a eu peut-être une maladresse générale sur la manière dont ça s'est terminé avec Daniel Jones. Ils l'ont laissé revenir pour, justement, ça lui a permis de faire ce petit discours qu'il avait écrit. Donc le mec, au moment où il arrive, il ne l'a pas écrit pendant qu'il était sur le terrain. Donc ça avait été anticipé, tout ça. Je pense que cette décision de le laisser partir, elle avait été bien avant ça et que tout le monde s'était mis d'accord. Ils ont dit, le matin même, ils l'ont libéré, ils ont pris la décision, machin. Son discours, il ne l'a pas écrit en se disant je veux potentiellement revenir dans 2 semaines. Non, il le savait que c'était fini. Donc c'était décidé, tout ça. Et ils lui ont laissé la parole, il a pu s'exprimer. Évidemment qu'ils n'allaient pas lui faire une sortie à la Eli Manning où ils ont fait un truc, c'est normal. Il y a des QB qui partent sans rien. Ils ont voulu, à mon avis, être sympa en lui disant on te laisse la possibilité de t'exprimer à la fin de l'entraînement. Et ça malheureusement, c'était maladroit, ça s'est retourné contre eux. Et les Giants passent pour une organisation qui n'est pas classe, alors que je pense que c'est pas du tout le cas, et ça a été montré quand même de nombreuses fois. Maintenant, et c'est le point qu'on va aborder, c'est que cette décision qui a été prise principalement pour des objectifs d'équipe à long terme et des objectifs financiers, ce que n'avait pas anticipé du tout l'équipe, c'est la réaction du vestiaire, et que moi je n'avais pas anticipé du tout non plus, je pensais pas que les joueurs allaient réagir comme ça d'ailleurs, qui eux on a un peu rien à foutre de savoir quel sera le cap space l'année prochaine, et ça se comprend. Les joueurs n'ont pas les mêmes intérêts que le GM, qui n'ont pas les mêmes intérêts que le coach, même si en général c'est de gagner, mais arriver à un stade de la saison comme on en est maintenant, où la saison est finie, tout le monde n'a pas les mêmes envies, les mêmes besoins et les mêmes objectifs. Et donc ça s'est retourné contre eux, puisque on sent, et ça va être la conclusion un peu de tout ce qu'on est en train de raconter, c'est que globalement, on sent que malheureusement, Brian Daboll, qui jusque-là arrivait à tenir le vestiaire, et on avait des retours des insiders qui nous disaient oui, ça se passe bien, oui, on perd, mais Brian Daboll a la confiance, la cohésion de son vestiaire. On sent que son discours n'est plus compris et que malheureusement, les joueurs sont en train de le lâcher, puisque beaucoup ont dit, et notamment, tu l'évoquais tout à l'heure, Thierry, Dexter Lawrence, il y a même des joueurs comme Malik Nabers qui ont fait qui font des sorties que j'apprécie pas toujours, moi personnellement, que je trouve un peu cash, et on aimerait parfois avoir un peu de retenue. Bon, après, c'est aussi son tempérament, et on le sait, donc pourquoi pas. Mais c'est effectivement cette réaction du vestiaire. Est-ce que toi, tu t'étais dit, il y a potentiellement ça, ou est-ce que tu as été un peu comme tout le monde, surpris en disant, putain, waouh, en fait, Daniel Jones, il avait quand même pas mal de potes, Darius Slayton, tout ça, et l'équipe, là, est carrément en train de lâcher, et le 30-7 qu'on se prend, c'est une équipe qui n'a pas envie de jouer, en fait. Et on en reparlera un tout petit peu, mais même s'il n'y a malheureusement pas grand-chose à dire sur ce match, globalement, c'est une équipe qui est là, mais qui ne joue pas vraiment. Ouais, c'est vrai que
En fait, j'étais pas surpris de voir beaucoup de joueurs poster sur les réseaux sociaux des messages de soutien par rapport à Daniel Jones, parce que c'est un joueur qui était apprécié de l'équipe, qui, sans parler de leader offensif, tout le monde en fait se tournait vers Daniel Jones en pensant que c'était lui qui avait la clé. Je pense que tout le monde savait que Daniel Jones n'était pas suffisant sur un plan sportif. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'au final, personne n'adopte le discours du coaching staff qui était de dire il faut qu'on tente autre chose. Oui, c'est triste pour Daniel Jones, mais il faut qu'on tente autre chose. Et on est tous derrière Tommy DeVito. Et parce que faut savoir que si tout le monde était derrière Tommy DeVito l'année précédente, c'était des circonstances différentes. Daniel Jones s'était blessé, il n'y avait pas le choix. Tyrod Taylor était aussi blessé, donc bien entendu, tout le monde était derrière Tommy DeVito. Alors, comme tu dis, il y a des sorties qui sont quand même un peu gênantes, notamment celle du rookie Malik Nabers après la défaite, où en fait, il commence par dire on est soft as fuck, hein, on est mou, et il dit bien entendu, c'est pas le problème, Daniel Jones, enfin, c'est pas le problème, le quarterback, c'est la même chose quand DJ était là. Tu vas me dire, mais t'es vraiment un petit con. Enfin, moi, ce que je me dis, c'est vraiment un petit con parce que quand, en fait, toutes ces sorties d'avant où il dit je sais pas ce qui se passe, I was open. Exactement, c'est exactement ce que je pensais. À aucun moment, tu es en train de te dire que c'est de la faute du coach. Non, tu dis, voilà, quoi, il se passe rien. Et là, en fait, tu es en train de dire, non, c'est pas la faute du QB, on a le même problème. Je reçois pas le ballon avant qu'on soit à 30-0 à la mi-temps. Par contre, ça, je suis désolé, mais il a raison. Non, alors, je pense qu'il a raison sur ça, de dire c'est pas normal que je reçoive pas le ballon avant qu'on soit à 30-0. Ça, d'accord. Mais par contre, quand juste avant, tu dis bien entendu, c'était pas le QB le problème, tu vas dire, mais en fait, t'es complètement faux cul, quoi. C'est soit au moins un peu cohérent dans ton discours. C'est un jeune receveur, on sait qu'il a une personnalité qui peut être un peu difficile, mais là, clairement, c'est moyen comme discours. Et puis, tu as en effet les Dexter Lawrence qui expliquent que tout le monde est mou, etc. Mais je ne sais plus si j'ai vu ça sur Twitter ou si c'était un des commentateurs qui, pendant le match, enfin, en tout cas, j'ai entendu dire quelqu'un qui disait les Giants ont pris une décision business en benchant Daniel Jones et en le libérant, et les joueurs ont répondu par une décision business. Donc, ça veut dire, vous avez décidé d'économiser de l'argent en benchant Daniel Jones, moi, je ne vais pas aller me donner à fond et risquer de me blesser si les matchs ne comptent pour rien. Et voilà la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc, on a un espèce de non-match où on est mené 23-0 à la mi-temps, où, pour moi, le plan de jeu en attaque était assez catastrophique en première mi-temps. Alors oui, la O-line n'a rien fait, mais globalement, cette attaque n'a rien fait en première mi-temps, et il a fallu qu'on se mette à lancer vraiment le ballon en deuxième pour que ça avance un peu. Moi, j'ai un avis, hein, je vais te poser une question, mais qu'est-ce que toi tu penses du cas, du coup, Brian Daboll? Est-ce que, en enchaînant des victoires comme ça, des victoires, on aimerait des victoires. En enchaînant des défaites comme ça, des défaites difficiles, il y avait des défaites, et tu vois, là encore une fois, malheureusement, je vais pas dire que ça confirme ce que je disais, mais il y a quand même défaites et défaites. Il y a des défaites serrées où les joueurs se battent, et il y a des défaites comme qu'on l'a vécu là et comme on l'a vécu dans d'autres matchs, mais là c'était particulièrement flagrant, où en fait il y a un vrai désaveu et une vraie non-implication des joueurs dans le jeu, dans tout, même sur le... Enfin, ils n'avaient pas envie, ils voulaient pas être là, et généralement, ça, c'est lié au coach. Quand tu crois en ton coach, tu es prêt à foncer dans un mur, comme il dit souvent, pour lui. Tu vas aveuglément, tout ce qu'il te dit, tu vas le faire parce que tu sais que c'est la bonne décision, même si tu ne la comprends pas tout de suite, tu vas le faire. Là, clairement, on sent que les joueurs ne sont plus derrière. Comment, toi, tu vois ce cas? Est-ce que pour toi, c'est vraiment définitif, il a perdu le vestiaire? Puisque la question qu'on avait posée la dernière fois, c'est est-ce que tu penses qu'il faut qu'il sélectionne son QB, machin, etc. On avait dit oui, etc. Est-ce que ta vision, elle a changé aujourd'hui? Est-ce que tu te dis qu'on le garde? Est-ce qu'on ne peut pas le garder? Est-ce qu'il fera la fin de la saison? Voilà, comment tu le vois, cette situation de Brian Daboll qui devient de plus en plus difficile à contrôler et à gérer? Ouais, alors c'est marrant parce qu'en effet, quand tu dis il y a défaite et défaite, ça nous renvoie donc à notre débat de la deuxième semaine après cette défaite contre les
Commanders qui était serré. Et moi, en effet, ma position, c'était de dire, moi, j'en ai rien à foutre des défaites où les joueurs se donnent à fond. Ce que je veux, c'est des victoires. Et ben là, aujourd'hui, j'en suis au stade de me dire, j'aimerais bien une défaite où les joueurs se donnent à fond. Et c'est dingue. Tu m'aurais dit en deuxième semaine qu'on en serait là, je t'aurais pas cru. Et là, aujourd'hui, en effet, on n'a même pas une défaite où les joueurs se donnent à fond. On a une défaite où tu as un QB adverse qui se fout clairement de la gueule de Tommy DeVito, et je fais référence à Baker Mayfield qui fait ça de manière c'est genre il aurait pu faire ça. Ça c'est vraiment un fils de pute parce que je suis désolé du terme, mais DeVito il est arrivé pour le coup depuis l'an dernier, on l'a pas entendu et là il fait ça comme si c'était tiens DeVito prends ça dans ton cul alors que le pauvre il a rien demandé. Je trouve que c'était extrêmement abusé cette réaction est extrêmement ridicule de la part de Baker Mayfield. C'est un manque, c'est-à-dire que on se rappelle de l'année dernière le match contre les Saints où on s'était fait éclater par les Saints et tout le monde était en train de se foutre de la gueule de DeVito parce qu'à ce moment-là, il y avait la DeVito mania, etc. Bien sûr. C'était il y a un an, ça. Et DeVito l'a même dit pendant la pré-saison que s'il faisait un touchdown, il n'allait plus refaire cette célébration parce qu'il estimait que c'était un gimmick qui s'était passé. Tout ça pour dire que Baker Mayfield, son geste était déplacé. Bon, ok, très bien. Et surtout, il n'a pas de couilles parce que quand on lui pose des questions sur ça, il fait non, c'était un hommage à DeVito. Et puis il dit c'est un super gars, bien sûr, j'adore Tommy DeVito. Bon, bref, c'est pas le sujet. Il nous a roulé dessus quand même. Ils nous ont roulé dessus quand même. Ça pour dire que Ozzy Umenyiora, quand il a vu ça, il a dit c'est pas possible de laisser passer un truc comme ça. Il faut qu'il y ait une réaction de l'équipe. Et Ozzy Umenyiora n'est pas en train de dire faut lui péter la gueule. Non, il faut dire en fait. Là, on vient de se foutre monumentalement de votre gueule, de la gueule de votre QB. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez enfin saquer le QB? Est-ce que vous allez avoir un turnover? Est-ce que vous allez marquer un TD? N'importe quoi. Et là, et attends, je vais être plus dégueulasse que toi. Moi, il y a un mec qui fait ça. Je suis coach. Quitte à prendre 15 yards, je dis à mon DN, tu lui fais un late hit dégueulasse et tu l'éclates. J'en ai rien à foutre. Tu ne viens pas faire ça à domicile chez moi. C'est... Même quitte à être hors des règles, si tu prends une pénalité de 15 yards, tu prends une pénalité de 15 yards. Tu le dégommes le prochain jeu que tu peux le dégommer. Franchement, pour moi, c'est une action qui, c'est peut-être pas professionnelle, peut-être que c'est pas associé par NFL. Je crois qu'on a vu pire que ça. Ouais, non, alors, en termes de moralité, c'est débattable, mais je comprends d'où ça vient. Oui, c'est débattable. C'est un sursaut de fierté qui n'existe plus, il n'y a plus rien, c'est vide. Et du coup, en fait, j'ai perdu mon point de départ parce que tu étais en train de dire, est-ce que... Dabble est en train de nous dire, non, il y avait de l'énergie sur le terrain, non, j'ai pas perdu... pendant sa conférence de presse, les éléments de langage qu'il utilisait, c'était clairement les éléments de langage d'un coach qui est sur le point de se faire dégager. De dire, il y a une bonne communication avec l'équipe, non, je pense que sur le film, on a tout donné, blablabla. Et c'est terrible parce que j'ai l'impression de me retrouver dans la même situation que face à Joe Judge. Parce que Joe Judge, pareil, j'étais en train de me dire exactement ça. Bien, et clairement, Daboll est un coach qui est meilleur que Joe Judge. Mais plus ça va, et plus je me dis comment est-ce que tu peux reconduire un coach comme ça, qui en fait il nous reste 6 matchs, et on se prend des énormes branlées. Là, on va jouer contre les Cowboys jeudi soir. Les Cowboys n'ont toujours pas gagné à domicile. Ils vont gagner à domicile contre nous parce qu'on est nuls. Alors, on va sûrement pas gagner, mais si on perd et que c'est une nouvelle humiliation, que John Mara, il sera là, je pense qu'il fait tous les déplacements de l'équipe de toute façon. Et on a discuté de ça avec certaines personnes. Il n'intervient pas spécialement dans les décisions de John Mara. On l'a vu pendant le Hard Knocks. Il va dire son avis, mais c'est pas lui qui décide. Il a pas la finalité en disant tu fais comme ci, comme ça. Voilà, il n'est pas un GM. C'est pas les Cowboys. Par contre, sur une décision aussi importante que ça, à mon avis, il peut aider et pousser beaucoup au changement. Je vois pas comment. Contre un adversaire comme les Cowboys, si on se fait rouler dessus, si on se prend un 30-7 ou quelque chose dans ce genre-là, je pense que Brian Daboll ne survit pas à ce match-là, à mon avis. C'est ce que j'ai dit sur Twitter et je pense que... Non, mais ouais, et je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Et c'est malheureux et en fait, c'est probablement ce qui va se passer parce que
Alors, en plus, ça, c'est terrible parce qu'on a eu Hard Knock juste avant la saison et Putain, ça tout nous a Twitter buté, ça. prend un énorme plaisir à ressortir les extraits Tout le temps. de Joe Shane, tout fier de lui, de ses décisions, qui dit non, mais c'est bon, on va y arriver, etc. Et en fait, tout ce qu'a dit John Mara en disant moi, mon pire cauchemar, c'est si Saquon Barkley va chez les Eagles. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Non, Et mais en attends. fait, alors c'est pas pour parler de Saquon Barkley, mais c'est juste pour donner Non, un mais petit je exemple. suis d'accord avec toi. Les Giants ont fait 250 yards contre les Buccaneers en attaque. Saquon Barkley a fait plus de 300 yards la même semaine. Ouais. Et le truc, c'est que tous les cauchemars des Giants sont en train de se réaliser, parce qu'à côté de ça, tu as aussi Xavier McKinney qui a une saison monumentale. Ben Bredeson, il est chez les Buccaneers, il joue bien aussi. Et là, tu as envie de dire, mais putain, qu'est-ce qui se passe, quoi? Alors par contre, juste un truc, les joueurs qui quittent des équipes et qui continuent à être bons dans les autres équipes où ils vont, il n'y a pas que chez nous que ça. C'est exacerbé, là. C'est juste que c'est encore pire. Très, très longue. Là, la liste, elle est malheureusement. Je te rappelle que sous Tom Coughlin, quand la plupart des joueurs qui nous quittaient, ils faisaient pas beaucoup mieux ailleurs. Tandis que là, je trouve que la liste, elle devient extrêmement longue. Et bien entendu, c'est peut-être qu'un concours de circonstances. Mais ce que je veux dire, c'est que tu mets tout ça bout à bout, tu regardes le bilan de Brian Daboll, tu regardes aussi le bilan de Joe Shane, et il ne faut pas oublier que John Mara a fait quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de faire. La famille Mara, ils fonctionnent énormément par relation et ils vont toujours vers des membres du front office qu'ils connaissent plus ou moins. Ils sont passés de George Young à Ernie Accorsi parce qu'ils se connaissaient. Ils sont passés d'Accorsi à Jerry Reese parce que Reese travaillait pour Accorsi. Ils sont passés de Reese à Gettleman parce que Gettleman était dans le front office de Reese avant d'aller chez les Panthers. Et comme ça ne marchait plus avec Gettleman et que c'était horrible, et ben là, il s'est dit, bon, je vais changer mon approche, je vais prendre quelqu'un que je ne connais pas. Et il est parti avec Joe Shane, qui a choisi Brian Daboll. Et aujourd'hui, quand tu regardes le bilan, si tu es à la place de John Mara, tu peux te dire, en fait, ça non plus, ça ne fonctionne pas. Ouais, mais du coup, là, j'ai pas de réponse à tout ça. Le seul truc, c'est que oui, c'est clair. Ça fait longtemps que les Giants, c'est compliqué. On a vécu 2016, on a vécu 2022. Il y a eu quelques saisons qui étaient cool quand même. C'était pas énorme, mais il y en a eu quelques-unes qui étaient OK. Mais là, on a l'impression vraiment que j'ai l'impression qu'on atteint le summum on voulait pas faire de Hard Knocks, finalement on en fait un et ça se retourne mais comme jamais contre les Giants avec cette histoire de Saquon Barkley qui reste pas et on savait que c'était un bon joueur. Enfin, on découvre pas que Saquon Barkley c'est un bon joueur et on savait qu'il allait performer sur la ligne des Eagles. Je pense que tu réécoutes nos épisodes du podcast de l'époque, c'est ce qu'on dit. On avait dit oui, il va faire des bons matchs, c'est évident, il va être très bon parce que il va avoir une super O-line et c'était évident. Mais je veux dire, il y a aucun doute là-dessus. Maintenant, il faut qu'il fasse le mec 255 yards à la course et 60 yards à la réception, la semaine où nous, on se fait humilier, où il n'y a plus rien. Enfin, tu as l'impression vraiment, s'il y a des dieux du foot qui existent, c'est clair que pour l'instant, New York, et je parle de New York en général, parce que les Giants, oui, mais bon, on n'est pas les seuls dans cette situation-là. Mais clairement, il a visé New York, il se dit, bon, je leur mets la misère. À un moment donné, bon, il va passer à une autre équipe, hein, ça va tourner un jour, c'est évident. On ne peut pas être mauvais pendant 500 ans, c'est pas possible. À un moment donné, ça va changer. Mais voilà, on pensait que c'était 2022, on pensait que c'était le début, et finalement, on se rend compte que, finalement, non. Donc, on ne sait pas quand. Voilà. Est-ce que Daboll était une fraude et il a eu ce titre de coach de la saison, quand même, je le rappelle, hein, il n'est pas non plus venu de nulle part et que voilà, c'est pas un mec en qui on pouvait pas avoir confiance qu'il avait rien fait pour nous montrer. Non, il est arrivé et tout de suite on a été compétitif, on a fait une super saison. On a mis ça sur le dos de Daniel Jones c'est plus là. Maintenant c'est effectivement plus l'excuse Daniel Jones, mais ce sera évidemment pas incroyable avec les quarterbacks qu'on a maintenant. Mais malheureusement Brian Daboll et sur les décisions qu'il prend et le fait qu'on l'annonçait comme un génie offensif. Bon, ça fait 2 saisons que l'attaque est la pire de NFL. Si tu es un vrai génie offensif, même si tes joueurs sont pas au niveau, et je pense que quand même on a moyen de faire bien mieux avec les joueurs qu'on a, avec l'effectif qu'on a, c'est pas normal qu'on soit aussi mauvais en attaque. Donc il faut effectivement. Moi, je vois pas comment Daboll se sauve de cette saison. Je vois même pas comment il se sauve d'une autre défaite, comme on l'a dit, potentiellement catastrophique. Donc à mon avis, ces jours sont effectivement comptés. Si tu regardes ses coordinateurs, c'était mine de rien, c'était mieux quand Kafka s'occupait de l'attaque. Parce que Daboll avait du coup un vrai poste de manager de l'équipe où il regardait d'en haut.
Et puis maintenant, aujourd'hui, beaucoup de monde se rend compte que Shane Bowen, c'est pas si terrible que ça. C'est catastrophique, tu veux dire. Il a fait un début de saison qui était bon. Au moment, tu te rappelles, on a vu un débat et tout ça, et les stats étaient bonnes. On avait été voir, il était milieu de tableau. Parce que pour moi, c'était catastrophique. C'était pas que c'était catastrophique depuis le début, mais je n'étais pas convaincu depuis le début, en tout cas. C'était quoi, moyen plus? Non, c'était quoi? T'avais dit quoi? Non, ça c'était l'équipe au global où je disais c'était moins. Ok, je pensais que c'était la défense. C'était la défense où je disais moyen plus. Non, là maintenant, c'est carrément à chier. Ah là, c'est catastrophique. Ils savent pas plaquer. De toute façon, ils font que des screens et que des wheel routes contre nous parce que nos DB savent pas plaquer. Ils savent pas défendre en presse. On fait plus de sacs. C'était le seul truc qui avait bien chez nous, c'est qu'on faisait des sacs. On n'a aucune interception en 10 matchs. Voilà. Et donc, en fait, tu peux pas simplement te dire parce que Kafka, on l'a pas l'année prochaine. Hein, ça, je pense qu'il faut bien le garder en tête, c'est qu'il n'a pas pu partir l'année dernière. Il se cassera l'année prochaine, dès qu'il le peut. Tu peux pas juste changer le coordinateur défensif et dire non, en fait, le problème, c'était le coordinateur défensif. Ah non, le problème, c'était tout le coaching staff. Ouais, Shane Bowen, je pense qu'il sera plus là l'an prochain non plus. De toute façon, je pense que le coaching staff va sauter. Et rappelons aussi que Shane Bowen, c'est un choix de Brian Daboll. Oui. Donc, il a sa responsabilité, Brian Daboll. On l'a vu, c'est filmé. Là, pour le coup, il n'y a pas de doute, c'est lui qui décide de qui sera le coordinateur défensif. Malheureusement, et c'est effectivement un tout. Et est-ce que je ne sais plus où je disais ça, peut-être sur le Discord. En fait, à un moment donné, tu atteins un point de non-retour. Les joueurs n'ont plus de respect pour les coachs et c'est fini. Malheureusement, tu ne peux plus rien faire et tu ne peux pas revenir en arrière sur ces choses-là. Et j'ai l'impression qu'on est à ce stade-là, en fait. Donc, on va voir ce que nous donnent les 6 derniers matchs, mais ça risque d'être très long, très, très long. Attends, je pense à un scénario. Imagine, branler contre les Cowboys, Maha dit, bon, ça suffit, on dégage Brian Daboll, Mike Kafka, intérim head coach. Ce sera le cas. Je pense que c'est forcément lui qui devient, puisqu'il est head coach numéro 2, je sais pas si c'est assistant. Ouais. Et là, on devient fort, c'est ça? Non, c'est pas que là, on devient fort. Alors, moi, le truc où je vois où on se fait bien avoir, c'est ça se passe comme ça. Et puis, du coup, il a peut-être une victoire, je sais pas, contre les Saints. Là, aujourd'hui, je sais même pas contre qui on est capable de gagner. Et puis, en fait, il se casse ailleurs pour devenir head coach ailleurs parce qu'il se dit, de toute façon, c'est la merde dans cette équipe. Moi, ce qui me fait chier, c'est que on pensait être sorti de ce cycle de changer de head coach tous les 2 saisons. Et là, on a tenu 3. Et en fait, on va être reparti sur un cycle. Après, tu peux te dire, si on fait un semi-reboot où en fait, on ne change que le head coach, mais on garde Joe Schoen, c'est peut-être le moment où en fait, on a un nouveau head coach et on prend un nouveau QB. Et donc, ça veut dire que le nouveau head coach commence avec son QB. Oui. À mon avis, c'est ça. Je pense que leurs deux destins ne sont pas liés. Je pense que, à mon avis, ce qui va se passer, c'est qu'on va se séparer de Brian Daboll, mais qu'on va garder Joe Schoen. Même si Joe Schoen, son bilan n'est pas incroyable, il lui restera. Gettleman, il a eu 4 saisons. Ses 2 premières drafts, je pense, ne sont pas incroyables. Celle-là semble bien meilleure. Il a eu quelques moves qui étaient bons. Je pense qu'il y a des arguments pour se défendre et rester. Brian Daboll, c'est beaucoup plus compliqué à part sa première saison. Malheureusement, depuis 2 saisons, c'est catastrophique cette équipe. Donc, je pense que Joe Schoen va rester. Moi, c'est ça que j'ai en tête. Joe Schoen va rester. Daboll, il lui reste une semaine ou 2 et il dégage. C'est triste, putain, je le mets bien, Brian Daboll, et ça fait chier. Et bon, voilà. Il faut croire qu'il n'est pas aussi bon que ce qu'on l'a cru. Cette saison 2022, putain, elle nous a mis des paillettes dans les yeux sur plein de choses, alors que c'était. Il y a eu trop de retournements positifs, et malheureusement, on aurait dû se planter dès la saison 2022, on n'en serait sûrement pas là aujourd'hui. Mais tu as raison, ce Kafka. Alors, ce que ça me rappelle un peu, le scénario que tu évoquais, on met Kafka, ça me rappelle les Raiders l'an dernier qui ont réussi, une fois qu'ils avaient viré leur head coach, avaient mis Antonio Pierce et ça s'était mieux passé. Et finalement, ils l'ont signé. Et puis, en fait, on voit que c'est peut-être pas la solution du futur pour les Raiders. Donc, bon. Mais tu sais, sur Joe Schoen, il y avait dans Talking Giants, il soulevait un point qui était intéressant, c'était de dire, si tu élimines l'argument de dire Dave Gettleman a eu 4 saisons, donc Joe Schoen devrait en avoir 4. Qu'est-ce qui te permet de retenir Joe Schoen aujourd'hui? Et en y réfléchissant, je me dis,
Bah ouais, en fait, c'est vrai. Quand tu regardes. C'est même pas un argument pour moi. Hein. Ça, je le tiens même pas en compte. Je m'en fous que Geltelman il ait fait 4 saisons pas. Je l'ai dit là, mais Non, mais c'est ce que ça je veux qui dire, va. c'est qu'en fait, si tu tiens pas compte justement de ce que Mara a fait vis-à-vis de son précédent GM et tu te concentres uniquement sur les décisions de Joe Shane, de ce qu'il a fait de cette équipe, on a, je pense, un effectif qui est globalement meilleur qu'avant. Mais par contre, on n'a aucun leader à part Dexter Lawrence et peut-être Andrew Thomas. Et Andrew Thomas, même si c'est un excellent joueur, c'est pas forcément quelqu'un de très vocal et quelqu'un qui va motiver les gens sur la touche ou au contraire les recadrer quand ils sont en train de déconner. Tu vois, on s'est débarrassé de Xavier McKinney, on s'est débarrassé de Leonard Williams, qui étaient des gens quand même très vocaux, Saquon Barkley. Non, mais ça, c'est ce que tu as dit, mec. Les deux leaders, en fait, les deux joueurs, tu les as évoqués, hein, Barkley et McKinney, c'était eux qui étaient un peu les leaders. Et c'est vrai que ça, on l'a pas assez mentionné. On parlait des joueurs, leur qualité sur le terrain, c'est une chose. Et il manque actuellement, je suis d'accord avec toi, il manque ces leaders de l'attaque et de la défense. Ça, je suis 100% d'accord avec toi. Ça, c'est vrai. Donc, peut-être qu'ils le deviendront. Il y en a qui disent que Tyler Nubin va devenir ce joueur-là, et c'est très possible. Mais pour l'instant, c'est un gros trou, et ça manque. Même Cam Ward, tu te rappelles, c'était le cas un peu. Et lui est parti aussi. C'était le D-End qui était venu avec Wing Martindale. Ah, pardon, c'est pas Cam Ward. Cam Ward, c'est le quarterback de... Comment il s'appelait Oui, c'est pour ça que je t'ai un peu perdu. Ward. Comment il s'appelait? Ah oui, je comprends. J'ai plus son nom. Il a. Outside linebacker. Jihad Ward. Jihad Ward. Ouais, j'ai confondu avec Cam Ward, pardon. C'est un signe. Ça veut dire qu'on va drafter Cam Ward à la draft. Voilà, donc oui, c'est vrai que c'est un manque, ce manque de structure, de cohésion. Là, ça n'a pas été bien anticipé, ce truc-là, malheureusement. Et il nous reste 6 matchs. Putain. Dont un qu'on va voir avec les fans des Giants dans un bar à Paris. Putain, je viens de lâcher une caution d'ailleurs. Pour réserver dans le bar, ils m'ont fait lâcher une caution, c'est salaud. Ceux qui écoutent le podcast et qui sont inscrits, vous avez intérêt à être là, les gars. J'ai payé. Non, mais ça va être cool. Au moins, je pense que c'est plus cool d'être à plusieurs et discuter, de déprimer à plusieurs que tout seul dans ton canapé ou à la mi-temps, t'as juste envie, c'est de faire autre chose, quoi. C'est bien que tu le confirmes parce que justement, je sais pas si tu as vu, il y a quelqu'un qui sur le blog a posté un commentaire en disant c'est pas annulé, j'espère. Et j'ai répondu non, c'est bien maintenu. Moi, je serais pas là, malheureusement. Je serais pas encore. Est-ce que tu veux qu'on fasse un FaceTime quand on sera là-bas? Tu dormiras peut-être. Oui. Ah non, on pourra le faire, bien sûr, on pourra le faire. Ok. Donc, non, mais en fait, 6 matchs, on va passer 6 matchs à discuter. On est désolé les mecs, hein, mais en fait, je pense qu'on va dire un peu les mêmes choses en boucle. On va dire, bon, rien d'intéressant sur ce match. Quand est-ce qu'on vire machin? Qu'est-ce qu'on va prendre, etc. Plus ça va, plus je me dis, bon, est-ce que je reviens sur mes principes et je commence à regarder les quarterbacks de la prochaine draft? Mec, bien sûr, évidemment. Non, mais en fait, là, je pense qu'il va falloir qu'on regarde plusieurs choses. C'est qu'on regarde les coachs qui sont disponibles ou quels sont les bons. Alors, tu sais que dans le métro, en rentrant du boulot aujourd'hui, je regardais quels sont les potentiels head coach pour l'année prochaine. Et celui qui m'a le plus retenu mon attention, je me souviens pas de son nom, c'est le coordinateur offensif des Lions. Pour moi, c'est l'équipe qui m'impressionne le plus. Bah voilà. Ouais. Bon, alors après, il y a toujours la question, est-ce que parce que tu es un bon coordinateur, tu deviendras un bon head coach? Je ne sais pas, mais c'est rare que les mecs passent d'une position de coordinateur à coordinateur. En général, il leur faut plus et ça m'étonnerait que le mec parte des Lions. C'est pas garanti. On l'a vu plusieurs fois avec les différentes personnes qu'on a eues. Pat Shurmur, George. Ce que j'aimerais qu'on évite, on fera cette discussion en détail plus tard, mais en fait, ce que j'aimerais qu'on évite, c'est de repartir sur un head coach qui n'a été que coordinateur et n'a même pas eu une expérience de head coach, je sais pas, en NCAA ou quelque chose, quoi. Mais mon avis, c'est probable. C'est probable que ça se passe comme ça. Putain, quelle merde. Par contre, il ne faut pas prendre un head coach défensif. Enfin, un coordinateur défensif qui devient head coach. Ça, je préférerais que ce soit offensif. Même si, là, ça n'a pas été flagrant avec Daboll. Je pense que c'est quand même la bonne chose à faire. Et ce mec des Lions, ça serait assez cool. En tout cas, vu ce qu'il fait avec les Lions, putain, ça fait rêver, quoi. Quand tu vois tourner l'attaque des Lions, franchement... Bon, ils n'ont pas le même effectif que nous. Les Lions sont justement l'exemple de l'équipe qui perdait tout le temps. Ah, mais eux, ils ont perdu pendant 30 ans. Ils ont été nuls 30 ans d'affilée. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le cycle, ils sont dans un bon cycle.
Et donc, le sport, c'est ça, quel que soit le sport, il y a des cycles. Et nous, là, on est clairement dans une phase très, très difficile pour les Giants. Mais à chaque fois qu'on en parle, et on l'a dit plusieurs fois, quand tu repenses à cette décision de John Mara de forcer Tom Coughlin de prendre sa démission, ça a été vraiment un tournant dans l'histoire des Giants. Et on s'en mord les doigts. Petite parenthèse, parce qu'il y a quand même des bonnes nouvelles dans tout ça qui n'ont rien à voir avec l'équipe actuelle, mais j'y pense là parce qu'on n'en a pas parlé pendant le podcast. Ah ouais, tu vas parler de l'histoire encore, ça y est, on est parti. Non, Eli Manning a été sélectionné dans les 25 demi-finalistes du Hall of Fame, et c'est le seul quarterback. Donc en fait, pour moi, il est quand même en bonne position pour rentrer dans le Hall of Fame en 2025. Je savais pas qu'il n'y avait pas d'autres QB dans cette liste. Ah non, il n'y a aucun autre QB dans cette liste. Ça ne lui garantit pas une place, mais c'est le seul quarterback de la liste aujourd'hui. Il y sera. Voilà. Donc voilà, à défaut de pouvoir se ravir de ce qui se passe sur le terrain, concentrez-vous sur Eli Manning qui sera probablement, pour ne pas dire certainement, voilà, comme ça je pourrais dire, je l'avais prévu, dans le Hall of Fame en août. Voilà, bon, finissons sur cette note positive. Moi, je pense que les podcasts suivants, il y aura quand même des choses à raconter, puisque, à mon avis, si on continue à perdre comme ça, il va se passer des trucs. Il va y avoir des mecs qui vont se casser la gueule dans les vestiaires. Je sais pas, mais il va y avoir des trucs. Bref, bon, ok, ça roule. Écoute, Thiergo, merci. On attend le match contre les Cowboys et on verra si jamais il y a des décisions qui sont prises à la suite de ça. Et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À plus tout le monde. Salut. Ciao.